Bienvenue au podcast de Liberté 45. Cette semaine, aujourd'hui, j'ai moi, Hubert Côté, le cousin de Charles Côté, et est en compagnie de Simon, le jeune retraité, le judo master, le vulgarisateur, le conférencier. Salut Simon. Je fais pas de judo. C'est pas de judo, jiu-jitsu. Aujourd'hui, un sujet qui me passionne, qui me fascine et qui me choque. J'aimerais ça parler avec toi de risque. Le risque en bourse, en investissement, c'est quelque chose que j'ai jamais appris à l'école puis que ça me fait profondément chier parce que, genre, je sais pas pour toi, Sim, ce qu'on t'a appris à l'école en France, genre. Mais pas grand-chose. mais j'ai l'impression que le risque, c'est quelque chose, surtout en bourse, là, du moins, on doit absolument en parler puis on doit absolument comprendre c'est quoi le risque, tu sais. Puis on se fait hate, genre, dans les comments. Les gens disent tu sais, vous dites 10% de rendement en bourse par année, c'est investi de façon autonome. Genre, c'est pas réaliste. Vous dites un peu n'importe quoi, il n'y a rien de garanti en bourse. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Non, j'allais dire shut the fuck. Shut the fuck, hein? Non, j'allais dire effectivement, mais il n'y a pas grand-chose de garanti dans la vie. Puis si tu veux t'enrichir, faut prendre des risques à un moment donné dans la vie. Puis il y a un YouTuber français qui avait fait un micro-trottoir par rapport aux gens en leur demandant pourquoi tu n'investis pas en bourse. Et la réponse numéro 1, c'était parce que c'est risqué. Ouais, man. Puis moi, ça me fait capoter. Mais c'est correct. En même temps, tu sais, je suis super empathique envers la situation. Puis c'est vrai que de l'extérieur, ça a l'air super risqué, tu sais. Je veux dire, à mes premières années, quand j'ai commencé à investir en bourse quand j'avais 18 ans, tu sais, j'ai fait des erreurs, là. Puis, tu sais, une des raisons pour lesquelles on a commencé le bootcamp ensemble, c'est, tu sais, les milliers de dollars que j'ai perdus, puis tu as peut-être perdu en commençant, je me rappelle plus exactement. Oui. Ouais, c'est ça, tu sais, les premiers milliers de dollars que tu perds en bourse parce que tu suis des YouTubers, parce que tu suis n'importe qui, tu écoutes ton voisin, ben, genre, nous, on a comme rapatrié ça, puis on a fait le bootcamp, right? Mais puis peut-être que ton voisin a raison. Tu sais, comme moi, on m'avait dit investis dans l'or et investis dans l'argent, puis dans Beyond Meat. Puis j'ai acheté ça. Good pig. Bon, Beyond Meat, c'était vraiment de la merde. Terrible, hein? Mais j'ai acheté de l'or et de l'argent, mais à la première chute, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est pour ça que je pense que la formule du bootcamp fonctionne bien. Là, maintenant que ça fait 150 personnes et plus qui ont passé au travers, c'est que oui, on va donner tout ce qu'il faut live pour pas perdre de l'argent puis pas acheter genre un Beyond Meat genre, ou une mauvaise entreprise. Mais c'est aussi que il y a 1 an d'abonnement à la newsletter, là, que genre, on fait un suivi avec toi puis on est tout le temps là puis on a ton back. Fait que à chaque semaine, on va te dire, tu sais, guys, oui, en ce moment, il y a une chute, mais regardez genre les statistiques. Genre, depuis comme le départ, même une année de récession, les pertes sont quasi inexistantes. On fait justement ce suivi-là de dire fais pas ce genre d'erreur de débutant. On publie quand même beaucoup. C'est ça, tu sais. Puis je sais pas pour toi, mais tu sais, moi, je commence à me faire poser beaucoup de questions. Exemple, souper de famille, ça fait le même. Puis il dit, tu sais, dans quoi investir maintenant? C'est quoi, dans quoi t'investis toi? Puis pourquoi je suis toujours un peu mal à l'aise à m'avancer sur ce sujet-là, autre que genre donner des fonds négociés en bourse, genre génériques. Comme, mettons, VFV, VAQT, VTI. Là, ça me dérange pas trop d'en parler ouvertement parce que c'est un no-brainer que genre, tu vas faire des super de bons rendements. Mais c'est vraiment le fait que je serais pas là pour te dire quand vendre. Là. Quand moi, je clear ma position puis que je vois que comme c'est maintenant qu'il faut vendre, là, je m'en rappellerai plus. Là, je t'appellerai pas pour te dire hey, c'est le temps de vendre. Là, of course que genre. Moi, ça m'est jamais arrivé, je sais pas pour toi, mais ça doit être horrible de dire à quelqu'un ah oui, moi je viens d'acheter ça, que la personne se dise Simon vient de me dire d'acheter ça, j'achète ça, Ouais. le prix il chute, puis tu vends à perte, puis t'es comme, il m'avait dit d'investir là-dedans, il n'y a pas rapport. Ouais, puis je pense qu'on passe tout par là, dans le sens que tu écoutes quelqu'un sur YouTube ou whatever, sur un podcast qui dit quelque chose, il y a de l'air d'avoir beaucoup de gens qui l'écoutent, il y a beaucoup de followers, genre, tu vas dire, cette personne-là, il doit connaître ça, puis il doit avoir de l'expérience, genre. Fait que sans nécessairement dire, parce que lui me le dit, moi, j'achète cette action-là. C'est plus ton subconscient qu'un beau matin, tu vas te lever, tu vas t'ouvrir Questrade à 8 h le matin avant d'aller travailler, tu vas dire, aujourd'hui, j'ai investi. Ouais. Il y a 2 semaines, j'ai entendu parler de cette action-là. Là. Maintenant, c'est là que je passe. Là. Je mets un 1000$ là-dessus. Puis le danger avec ça, c'est que justement, pourquoi je peux pas te recommander aucune action, genre? Ben, de un, c'est pas légal. Là. Je peux pas t'influencer à acheter des actions de base. Puis deuxièmement, ben, je suis pas à l'aise parce que je serais pas là pour te dire quand vendre, genre. Fait que, bref, tout ça pour dire que je pense que
pourquoi est-ce que la bourse, on se fait souvent dire ah, c'est jouer à la bourse, genre, ou c'est pas c'est jouer à la bourse, mais c'est jouer à la loterie. C'est que j'ai l'impression que on est quand même des bêtes qui sont émotionnelles. Très. Puis on regarde pas assez les statistiques, genre. Puis veut pas, peu importe comment tu vois la vie en quelque sorte, tu peux voir le monde comme juste un nuage de statistiques, genre. Tu sais, les chances qu'on soit né, genre, c'est une chance sur un trilliard, je pense. Là. Je me rappelle plus exactement dans la course sur l'ovaire, c'est combien il y a de spermatozoïdes, genre, comme tu compétitionnes littéralement avec des millions et des millions de personnes juste à la base pour naître. Ensuite de ça, tu sais, quand vient le temps d'un accident, genre whatever, tout le monde touche du bois, je veux dire, je souhaite que tout le monde vive jusqu'à 200 ans, mais tu sais, il y a un avion qui tombe sur la tête, tu sais, il y a une statistique quand même, genre, une statistique que tu fasses un accident. Whatever it is. Je peux te parler d'une statistique. Ouais, vas-y. Dans le livre de Michel Villa. Shout-out Michel, il était sur le podcast, Ouais, il y a quelques épisodes. Alors, je ferai un petit review si on a le temps à la fin du podcast. Et Une recherche effectuée sur une période de 15 ans a révélé, donc 15 ans, là, c'est pas une année, ouais. sur 15 ans a révélé que 13% des négociateurs intra-séance, donc c'est des day traders, 13% ont été en mesure de dégager un profit net, c'est-à-dire de cumuler une somme d'argent supérieure au coût total des dépenses d'exploitation. Donc les chances de succès, il termine en disant les chances de succès d'un négociateur actif sont donc plutôt faibles. Et là, c'est pas beaucoup, 13%. non, c'est rien. Les traders, là. Puis, mais c'est ça que je veux en venir. Dans notre formation, dans le bootcamp ou dans nos cours, non, pas dans les conférences, mais dans le bootcamp, on parle des différentes sortes d'investissements, de trading. Parce que quelqu'un qui dit ah, mon oncle a tout perdu, il fait du day trading, c'est pas de l'investissement, là, du day trading. Donc, il y a ça aussi, tu sais, la notion de risque, elle est aussi basée en fonction de quel type d'investisseur tu es. Ouais, tellement. C'est aussi, tu sais, souvent dire la bourse c'est risqué. Ouais. Je sais pas. Mais c'est ça, puis j'avais pas pensé comme tu l'as dit, mais je pense qu'il y a deux niveaux de risque, comme en tant qu'investisseur. T'as dans quoi tu vas investir, puis la façon dont tu vas le faire, right? Fait que, comme de un côté, t'as genre le type d'action. Genre, fait, est-ce que tu investi dans des bonds, de la dette? Est-ce que tu investi dans une action, dans un fonds négocié en bourse? Fait que ça son lot de risques, mais aussi la façon dans laquelle tu investis. Est-ce que tu es un investisseur long terme, day trader ou un swing trader, right? J'ai l'impression. Comme tu leur as dit en fait, je reprends tes phrases, là. Comme tu as dit à la conférence qu'on avait fait dans les entreprises puis dans les écoles, tu disais ton plus grand ennemi en investissement, c'est toi-même. Ah ouais, tellement, man. Tellement. Puis, il y a un de mes amis, je ne veux pas nécessairement nommer son nom, là, mais il est des traders, puis il disait, mettons, il y a des super de bons rendements. C'est un des rares qui réussit à générer des montants comme élevés. Le veut pas, quand tu es dans le 1%, comme un joueur de basket, whatever, tu es très bon. Il disait, je me fais souvent demander, mettons, d'investir. Parce que il y a des gens qui sont proches de moi qui savent combien je gagne en day trading. Puis ils disent, hey, je peux-tu juste te donner comme 10 000 trade? Puis genre. On me le demande tout le temps, ça. Ouais, c'est ça, c'est fou, mais c'est que c'est tellement une game mentale. Puis le jour que t'as l'argent des autres en jeu, je ferais jamais ça. Ça te joue tellement dans la tête parce que tu n'as pas nécessairement la même flexibilité. Genre, tu sais, des fois, le risque ou genre l'investissement dans lequel tu vas faire, normalement, tu es confiant. Mais là, quand tu manques de confiance puis tes patterns sont genre effrités par le fait que c'est pas ton argent, ça vient tellement affecter tes trades. Là. Puis quand tu hésites. Quand je dis non, souvent les gens c'est comme c'est quoi, tu crois pas à ton trading? Puis je dis, regarde, je gère mon argent, je gère celui de ma fille. Souvent, c'est moi qui dis à ma blonde quand acheter. Tu sais, souvent, je lui dis, regarde, tu devrais acheter aujourd'hui ou tu devrais acheter ceci, cela. Puis je gère l'argent de ma mère. Donc, tu sais, j'y crois à mon truc. Sauf que je le sais pas, tu sais, mettons, demain, les marchés crash, etc. Moi, j'ai dit à la mère, si jamais tu perds de l'argent, mettons, elle perd 30 000, bah, je lui donne 30 000. Ouais, exact. Je vais la baquer. Mais c'est ça, mais je veux dire, tu sais, c'est à moi, c'est ton sang, tu sais, je veux dire. C'est ça. Mais moi, quand les gens quand la personne me disait ça, tu sais, j'étais comme, je comprends pourquoi, parce que veux pas, c'est dans ta tête, puis si ça affecte ton mental, tu sais, où il y a les statistiques, etc., à un moment donné, il y a aussi un feeling, un instinct. Right? Bref, fait qu'il y a les deux, puis je pense que le plus gros fuck-up que les gens ont, puis pourquoi les gens perdent de l'argent en bourse, là, c'est qu'ils prennent le mauvais, ils embarquent dans le mauvais wagon, genre, mettons, il y a un objectif, genre, moi, mon but, c'est je veux pas devenir nécessairement un professionnel des marchés boursiers, par exemple. Ça, c'est juste une mise en contexte, là.
d'une personne, d'un exemple, puis si il veut faire 10% par année, mais là, il va commencer à essayer de faire du swing trading, genre, en étant genre peu connaissant. Le problème avec ça, c'est qu'il va choisir un investissement, genre un fonds négocié en bourse, puis il va essayer de le swing trade, genre. Là, tu es comme à 2 niveaux de risque différents. Tu n'as pas les objectifs qui sont alignés, tu n'as pas la bonne méthode, genre. Je pense que c'est un problème. Puis j'ai été coupable de ça aussi. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de mélanger ses objectifs avec la façon de le faire. C'est super dangereux. Tu sais. Fait que il y a quelques stats que j'ai trouvées qui sont quand même fascinantes. Là. Tu sais, de façon générale, je pense qu'on en avait déjà parlé sur le podcast, mais 80% des gestionnaires de portefeuille, là, comme les conseillers financiers, les trucs comme ça, ne réussissent pas en général à battre les indices. Le S&P 500. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est si, admettons, tu fais affaire avec ton conseiller financier d'une banque ou un conseiller financier indépendant, statistiquement parlant, c'est quand même rare de trouver quelqu'un qui va battre l'indice du S&P 500. Puis l'indice du S&P 500, c'est quoi? Ben, essentiellement, tu pourrais aller sur ta plateforme de courtage en ligne, donc Questrade, Wealthsimple, etc., puis aller acheter ce qu'on appelle VFV, qui est un fonds négocié en bourse qui représente exactement le S&P 500. Sauf que c'est un petit peu moins cher, puis c'est géré par un algorithme, fait que ça se rééquilibre automatiquement, etc. Tu n'as besoin de rien faire en gros. Il y a pratiquement pas ou très peu de frais de gestion, genre 0,08%. Bref, c'est un sweet deal, puis ce qui est fou, quand tu investis dans VFV, toi-même, genre tu vas battre 8 conseillers financiers sur 10 ou 8 gestionnaires de portefeuille sur 10. C'est quand même, moi en tout cas, quand j'ai vu cette statistique-là, puis on le mettra en lien de l'épisode là, pour les gens qui doutent, c'est quand même fou, genre. Puis je me rends compte que, tu sais, quand je me dis « Ah, moi, je veux devenir un swing trader ou je veux devenir un day trader », ben, tu sais, faut que tu comprennes un peu le principe de risque, puis aussi, tu sais, le temps que tu investis versus le retour que tu vas générer, là, tu sais. Les gestionnaires de portefeuille, là, ils font ça 40 heures semaine, si c'est pas plus, là. Tu sais, c'est leur vie, là, genre, ils travaillent vraiment, vraiment hard. Je pense que c'est trouvé je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Une code intéressante, mais juste en terminant là-dessus, tu sais, il y a tellement, je trouve, les gens pensent qu'il y a de l'argent facile à faire en bourse, genre. Il y en a quand tu investis dans des fonds négociés en bourse, là, OK? Super général, etc. Mais quand tu essaies d'aller chercher des rendements qui sont plus élevés que ça, il faut vraiment que tu commences à t'y mettre sérieusement. Tu sais. Ouais. Parce que genre, ça devient super compétitif rapidement. Là. Tu sors du S&P 500, mettons, là, tu vas te rendre compte que c'est difficile de choisir les bonnes actions. Là. Va dans les penny stocks, les actions en dessous $1, etc. C'est du gambling. Là. Enfin, non, je vais me faire trucider si je dis ça. Mais... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analyses. Mais en tout cas, je vais te laisser finir parce que je veux lire mon truc. Vas-y. Pareil, dans le livre de Michel Villa, Pile et Face, que je recommande, j'en parlerai, une firme spécialisée qui est CXO Advisory Group, ils ont analysé les prévisions de 68 gourous financiers entre 2005 et 2012. Donc, on a quand même une bonne fenêtre. Et ils ont analysé 6582 prédictions. Donc, cette action-là va monter. Cette action-là... Ouais, exactement. Il y avait seulement 46,9% qui étaient exacts. Moins de la moitié. Puis, je veux dire, les prévisions, c'est genre achète ça ou vends ça. Tu sais, genre, t'as un peu une chance sur 2 tout le temps que ça marche. C'est l'équivalent de flipper un 25 cents. Exactement. Tu sais, je veux dire, soit l'action, elle monte, elle descend ou elle stagne. Mais tu sais, t'as une chance. C'est pas non plus terrible. Et ça, c'est des pros. Et c'est pas juste des pros, c'est des gourous financiers. C'est pour ça que je m'exclus tout seul, moi, de dire ah oui, ça va monter, ça va descendre. J'en sais rien, je le sais pas, comment tu veux que je te le dise. Et c'est pour ça que mes investissements sont très simples. Puis que quand je partage mon portefeuille au public, tu l'as déjà vu, mon portefeuille, c'est quoi? C'est des blue chips, puis des fonds négociés en bourse. Ouais. Puis vu que j'ai une très grosse tolérance au risque, même si j'en veux pas plus que ça, j'ai quelques actions un peu plus flyées, genre du NIO par exemple, que j'ai acheté très peu, du Bitcoin aussi, même si je connais pas forcément ça, comme toi tu connais les crypto-monnaies, que j'ai acheté. Mais imaginez ça, sur 6582 prédictions, il y a seulement 46,9% qui se sont réalisées.
Donc c'est quand même fou là. Puis ils disent, ouais, c'est Michel Villa qui dit ça, que l'expert financier des années 80 là, qui avait prédit le fameux crash boursier de 87, qui était l'expert financier, il s'est classé au dernier rang avec un taux d'efficacité de 20%. Damn. C'est fou là. De quoi de 20%? 20,8% que ses prédictions étaient bonnes. Ah, ok. 2 sur 10 Ouais. des actions qu'il va dire d'acheter. Genre, bon. C'est fou pareil là. Ah, Des gourous, donc enlevez-vous ça de la tête là, les gourous financiers, ça n'existe pas. Là. C'est fou. Non, je suis tellement d'accord. Puis c'est nice d'avoir justement les statistiques là, qui. Ouais, ça vient pas de moi là. Puis je fais la petite parenthèse sur le livre de Michel que j'ai beaucoup apprécié. C'est beaucoup de statistiques. Hein. Si jamais tu penses qu'il te bullshit, Michel, il te bullshit pas, je veux dire, le livre pile et face de Michel Villa, qui est combiné raison et émotion pour réussir en bourse. Je fais pas de la promo, là, il m'a rien. J'ai pas eu gratos ce livre, là, je l'ai acheté et tout, donc je fais pas de la promo pour Michel. C'est un très bon livre que moi j'ai beaucoup apprécié, beaucoup de statistiques. Il y a toutes les sources qui sont à la fin. Peut-être un peu trop de statistiques, tu me diras. Ouais. Moi j'aime ça, donc j'en mange, puis je suis content, j'aime ça quand on me donne les sources. Si quelqu'un veut se lancer dans le trading, dans le swing trading, il apprend des principes de base par rapport à ça, donc dans le fond, comme il dit, pour combiner raison et émotion. Puis en gros, si je pourrais le résumer, là, c'est qu'il dit oui, et une base, apprends des choses, forme-toi, écoute des podcasts, etc. Mais à un moment donné, l'investissement, tu le lances un peu dans l'univers, puis c'est pas garanti. Il dit très bien qu'il n'y a rien de garanti. Donc, il parle aussi du risque. Donc, j'ai beaucoup aimé le livre de Michel. Écoute, il parle même de méditation, puis ce genre de trucs-là. Il y a beaucoup de principes. C'est le seul point négatif que je pourrais dire. C'est qu'il y a beaucoup de principes. Puis à un moment donné, à la fin, je lis un truc, puis il dit oui, comme on l'a vu à la règle numéro 9, puis il sort le nom, puis je me souviens plus c'était quoi la règle numéro 9. Donc, il y en a beaucoup. C'est des petits chapitres, donc ça se lit bien. Mettons le soir, là, un petit 5 minutes. Tu lis 1 ou 2 pages parce que, mettons, le biais cognitif, l'ancrage, par exemple, il dure c'est 2 pages et demie. Donc, ça va quand même assez. Ça se lit très, très bien. Et puis, c'est un livre de 180 et quelques. 170 pages, 172 pages. Donc. Quand est-ce que tu vas écrire ton propre livre? C'est un de mes objectifs, c'est dans ma liste de rêves d'écrire un livre. Ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans que j'ai ça. Tu as commencé le e-book que j'ai trouvé quand même super intéressant. J'ai été agréablement surpris quand je l'ai lu, le e-book sur l'épargne, l'épargne, le début de la richesse. Peut-être que ça pourrait être une partie de ton livre, je pense. Tu sais, le premier, peut-être 10 pages. Je sais pas. Tu veux le faire sur quoi, ton livre? J'avais eu l'idée de faire un livre qui s'appelait Si j'avais su. Ou si j'aurais su, désolé, je vous écorche les oreilles. Non, si j'avais su, puis qui est basé, oui, sur la finance, sur l'expérience. Puis peut-être les gens le savent pas, mais je suis pas allé beaucoup à l'école, j'ai pas eu une scolarité facile, c'était très difficile avec mon arrivée au Québec. T'as-tu un secondaire 5, tu vois? Non, j'ai les équivalences, mais c'était très difficile là, quand je suis arrivé. Donc, genre, t'es pas allé au cégep, là, genre. Non, je suis jamais allé au cégep. Non, j'ai pas fait ça. T'as pas l'air de ça, man. Non, effectivement, une fois, j'ai donné une conférence sur l'entrepreneuriat quand je travaillais avec les chiens. J'avais été invité au cégep Maisonneuve. Puis j'avais demandé aux élèves, d'après vous, j'ai quoi comme scolarité, tu sais. Puis c'était comme un bac, un doctorat, etc. Puis j'ai dit, non, j'ai pas de secondaire 5. Tu sais, je niaise quand je dis que j'ai pas de secondaire 5, mais je trouve ça cool de piquer comme ça parce que officiellement, j'ai pas de secondaire 5. Puis tu sais, j'ai géré des gens chez Manpower qui avaient des titres comptables, qui avaient des plus que des bacs. Ouais. Donc, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Puis j'apprends très vite, mais après, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est comme un regret. J'aurais aimé faire mon MBA. C'est un rêve aussi que je veux accomplir, de m'inscrire pour le MBA. Ouais. Parce que moi, personnellement, tu sais, Liberté 45, qui est. Tu sais, bon, notre startup, là, il y a le podcast, il y a le bootcamp, puis il y a aussi tous les outils technologiques qu'on veut développer, la communauté, tu sais. Ça commence à grossir. On est rendu 3, 4, 5 maintenant à travailler là, part-time, puis certains full-time. On a des stagiaires. Puis moi, personnellement, je regarde jamais le CV, genre. La seule rencontre que j'ai des questions, genre, que je pose à la personne, mais c'est vraiment comme comment est-ce que la personne se présente, c'est quoi ses arguments de vente, genre, comment est-ce qu'elle fait pour vendre que, genre, elle va être utile pour l'entreprise, la mission, etc. Puis après ça, je l'essaye. Puis si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Je vois pas le besoin d'avoir un CV. Moi, personnellement, ça a toujours été quelque chose que j'ai haï faire, un CV. Je trouve ça tellement
Réducteur. Moi, c'est le mot que j'ai, c'est réducteur. C'est ça, c'est tellement réducteur. Puis là, faut pas qu'il fasse plus que 2 pages. Une page, c'est mieux. Faut pas trop en mettre. C'est comme, désolé, j'ai fait des choses dans la vie. Puis c'est des échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs. Ouais. Et alors, c'est quand même de l'expérience que j'ai gagnée, tu sais. Puis ça revient un peu au niveau des statistiques, puis de ton truc, de ton expansion au risque, là, le fait que tu es prêt à prendre des risques. Mais moi, d'un point de vue d'un employeur, je vais toujours favoriser les gens qui sont créatifs, genre. Ouais. Parce que c'est quoi ton retour sur investissement? Exemple, tu es une firme de comptable, tu vas prendre un comptable qui n'a pas nécessairement le plus gros background, mais qui va peut-être arriver avec un nouveau système en ligne qui va booker tes rendez-vous 2 fois plus vite, genre. Ouais. C'est quoi ton retour sur investissement de ce gars-là qui n'avait pas le plus beau CV versus quelqu'un qui a un CV super sharp, qui est comme vraiment dans le moule, mais qui sortira jamais du moule à la job, là. Genre, il va faire exactement ce que tu veux que tu fasses, là. Ce qui est parfait, genre, il en faut des gens comme ça aussi, tu sais. On a besoin d'une belle diversification pour un projet qui fonctionne. Mais je sais pas, j'ai tendance à favoriser les gens qui sont créatifs. C'est peut-être un biais parce que moi, personnellement, j'aime ça, tu sais, comme brainstorm, avoir des idées, essayer des nouveaux trucs. Mais bref, tout ça pour dire que tu aies un secondaire 5 ou pas, je pense que surtout en 2022, 23, 24, c'est tellement de moins en moins important, là. Genre, je sais pas si tu as déjà vu, il y a un tweet d'Elon Musk qui disait qu'il est à la recherche de nouveaux employés pour le département d'intelligence artificielle de Tesla, genre. Puis il disait, pour appliquer, ce que tu as besoin de faire, c'est 3-4 bullet points, des plus gros accomplissements que tu as fait, puis on veut que tu sois smart, genre. Puis c'était vraiment la seule chose pour appliquer pour le poste. Il cherche genre des centaines de personnes. Puis il disait, il faut que tu viennes travailler en Californie, mais genre, ton application, c'est quoi? C'est 4-5 bullet points de genre, t'es qui, c'est quoi tes accomplissements. Après ça, on se book une rencontre avec le monde de PR. Puis si t'es bon en entrevue, on te prend d'attitude. C'est comme moi, mes neveux puis mes nièces, les enfants de ma sœur Sephora sont extrêmement bons à l'école. Puis la fois passée, t'es comme, ils ont eu 95, etc. Puis je dis, ouais, c'est cool. Je suis content qu'ils aient des si bonnes notes que ça. Puis, tu sais, c'est Jack Ma, le gars d'Alibaba, qui disait que lui disait à ses enfants, sois bon à l'école, mais sois dans la moyenne. Parce qu'il dit que si t'es trop fort à l'école, bah t'as pas le temps de faire d'autres choses. Tu vas juste avoir le temps d'être à l'école. Donc il dit, sois bon, mais fais d'autres choses. Puis la majorité, beaucoup de gens qui sont très bons à l'école ou qui ont des études, ils font rien d'autre, là. C'est vrai, man. Moi, j'ai essayé plein de choses. J'ai eu ce luxe-là d'essayer plein de choses. On en parlait tantôt, je fais du montage vidéo. Toi, tu fais de la programmation. Je fais de la musique. J'ai enregistré un album justement pour ma sœur. Je fais du sport. J'ai plein de guitares sur mon mur quand on enregistre ces podcasts. Enfin, à la maison. Mais ouais, j'ai un petit studio de musique à la maison. J'ai enregistré en studio. J'ai eu la chance de toucher à plein de choses. Et toutes ces choses-là, après, tu peux les monnayer à un moment donné. Ouais. Tu sais, t'es bon avec ça. Tiens, je vais faire une vidéo pour toi. Je vais faire whatever. Tu peux monnayer. J'ai donné des cours de guitare quand j'étais kids. Le jiu-jitsu, c'est pareil. Le karaté, c'est pareil. Je pars à un gym. Pourquoi? Parce que je suis dans le sport. Donc, après, tu arrives à le monnayer tellement tu sais faire de choses. C'est tellement vrai, là. Il y a autant les deux, là, dans le sens que, tu sais, je sais pas, quand tu as dit ça, j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai, les gens les plus brillants à l'école, c'est toujours eux qu'ils n'ont pas nécessairement d'autres side projects, là. Ouais. Genre, puis c'est fucking vrai, là. Genre, ils excellent dans leur matière, mais quand tu sors de ce truc-là, puis là, il faut que tu ailles sur un chemin qui n'est pas nécessairement tracé ou que tu fais du hors-piste. Là, c'est vraiment difficile parce qu'eux sont habitués à un cadre précis, genre, ce qui est parfait, là. Genre, je veux dire, il n'y a pas de bon... Il en faut pour tout, c'est important. Puis mes parents, ma mère et ma soeur me disaient souvent, on peut pas tous être comme toi, puis tant mieux. Puis c'est vrai. Une chance qu'on n'est pas tous comme toi. Ouais, mais là, je suis allé la semaine passée en formation avec mon ami Mathieu, puis je parlais de discipline et tout, puis il était comme, t'es fatigant que ta discipline, il niaisait, là, parce qu'il est pareil que moi là-dessus. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est correct comme ça, là. Ouais. On se mangerait, on s'arracherait la tête tous ensemble. Exact. Puis pour mettre tout ça ensemble, là, relier les différents types d'investissements, je pense que là, c'est plus clair. Là, l'important quand tu rentres dans un trade, dans un investissement, c'est de ne pas mélanger les trois trucs. Genre, de ne pas rentrer en tant qu'investisseur long terme, puis que 6 mois plus tard, tu veux faire un swing trade sur cet investissement-là. Ça, c'est genre ce qu'on voit le plus souvent, je pense, avec les gens du bootcamp. Là, c'est comme, ils ont fait un gain de 20%, je suis genre, je vends ça. Mais tu sais, c'était quoi ton objectif à la base? Là? Ton point A, c'était, OK, un investissement à long terme. Là. 20%, fine, genre, garde tes gagnants. Là, on parlait de ça l'autre fois. Quand tu as un gagnant,
reste dedans. Genre, right? Souvent, on a tendance à vendre trop rapidement nos gagnants. Et juste augmenter au pire ton stop loss. Puis c'est pour ça que quand on donne le bootcamp, avant d'acheter l'action, on demande tout le temps ça. On se dit d'avoir une vision de son investissement. Parfait, j'achète, admettons, couche-tard. C'est quoi ton horizon de placement? Ou c'est, tu sais, que toi, tu as Tesla à 1500. Ouais. Ben, c'est quoi ton point? C'est quoi ton objectif? Exact. Si c'est juste, moi, je veux juste que le prix monte, ben, en fait, à chaque fois qu'il va monter ou descendre, tu vas tout le temps être perdu. Parce que tu sais, t'as rien. T'as aucun point d'ancrage pour te dire, OK, c'est là, mon point s'arrête là. Là, tu l'as pas. Donc, c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, c'est quoi ton horizon de placement? Donc, parfait, c'est 3 ans, 5 ans, 7 ans, whatever. C'est quoi mon prix que j'aimerais qu'il atteigne? Donc, le take profit. Puis, c'est quoi le risque que je suis prêt à perdre? Donc, le stop loss. Puis ça, plus ton investissement est de long terme, plus ton stop loss doit être bas. Plus ton investissement est court terme, plus ton stop loss doit être proche, bien entendu. Exact. Donc, et si là, vous n'avez rien compris ce que j'ai dit, c'est probablement pas une bonne idée de faire du swing trading. Non, c'est ça, exact. Puis je pense que, tu sais, moi, par exemple, Tesla, pour faire une histoire courte, tu sais, à chaque fois qu'il est en bas de 1000$, puis là, au moment où cet épisode-là est enregistré, je ne sais pas le prix de l'action est à combien, là, je pense qu'il est à 1100, whatever, c'est pas important. Tu sais, je me suis donné un certain point à cause de certains calculs de valorisation, que bref, vous voyez tout là, dans le bootcamp. J'achète toujours quand il est comme à 800, 900. À chaque fois qu'il est en bas de 1000$ l'action, j'achète parce que pour moi, c'est un no-brainer. Pourquoi? Parce que mon prix de vente, il est à 1500$. En mon sens, selon mes calculs, mes recherches, le prix de l'action de Tesla vaut 1500$ aujourd'hui. Tu sais. Fait qu'ensuite de ça, quand je vois que ça monte à 1100, 1200, 1300, si ça monte un peu, ça s'approche de ma fameuse barre, je vais commencer à prendre des profits, genre. Puis si j'atteins 1500, je me retire de là, puis je suis super content, j'ai fait mon trade. Tu sais. Ouais. Ou avant même de retirer à 1500, souvent ce que je vais faire, je vais réévaluer l'entreprise, tout simplement. À 1500$, je vais voir, OK, c'est quoi c'est quoi ses ratios d'endettement? C'est quoi son cash flow balance? C'est quoi sa croissance annuelle? C'est ce que j'avais fait avec Couche-Tard, dans le fond. Oui, exactement. Puis c'est là qu'on vient tomber plus dans ce qu'on appelle le value investing. Là. Donc, oui, tu vas faire un peu d'analyse technique, mais c'est surtout les métriques de base. Là. Fait que c'est comme Warren Buffett, c'est son terrain de sable. Là. C'est son terrain de jeu. Il est vraiment expert dans le value investing. Là. Il va voir c'est quoi leur cash flow, c'est quoi leur avancée technologique. Là, c'est là que tu vas faire des recherches sur genre le fondateur. C'est quoi son record, genre. Par le passé, est-ce qu'il a toujours été fiable? Y a-t-il eu d'autres grosses entreprises en croissance? Bref, on n'ira pas dans les détails là-dedans, mais je pense que c'est important de ne pas mélanger ces buckets-là, genre de ne pas changer de l'un à l'autre. Et j'ai fait l'erreur quand j'ai commencé, c'est ce qui m'a coûté cher. Maintenant, comment je fais de l'argent en bourse? C'est que quand je rentre dans une affaire, je me dis ça, c'est pour le long terme, ça, c'est un swing trade. C'est pour ça quand même que c'est cool de commencer jeune, parce que tu peux te planter. Tu sais, on parle de risque, là. Exact. T'as pas de risque, tu le disais aux jeunes la semaine passée en conférence, t'as pas de risque, à 17 ans, t'as pas de bouche à nourrir, t'as pas d'enfant, t'as pas probablement de maison à payer, en tout cas j'espère pas pour toi à 16-17 ans, mais c'est là que justement quand tu dois faire tes erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs, c'est là que tes erreurs tu vas pouvoir les faire puis qu'ils n'auront pas de conséquences. C'est pas quand tu dis ok j'ai 40 ans, je veux commencer à investir, tiens on va essayer d'acheter, tu sais comme il y en a qui disent moi je veux juste être dans le Bitcoin. J'ai rien contre le Bitcoin, mais est-ce que tu es certain que tu veux mettre 100% dans le Bitcoin? Ouais, c'est ça. Puis il y avait un jeune justement qui nous avait posé, je me rappelle à la conférence, il avait dit vous pensez quoi des NFT? Genre, est-ce que je devrais acheter des NFT maintenant? Genre, puis là, je pense qu'il faisait ça un peu comme un troll. Genre, il voulait faire rire le monde, genre, puis avoir de l'air cool. Puis. T'es pas cool, man. non, t'es vraiment cool. T'es vraiment cool, puis j'ai aimé ça. Puis je pense que ça l'a challengé un peu la réponse que j'y ai donnée, dans le sens que, tu sais, j'ai dit, c'est à toi de faire tes propres recherches, là, dans le sens que si tu crois que tu as un avantage que les autres n'ont pas, genre, qui est à son âge, à 17-18 ans, versus laisser genre un adulte essayer de comprendre l'univers des NFT, ça va être vraiment difficile, right? Mais à leur âge, où ils ont des Bitmoji, ou ils ont vraiment une valeur tangible au numérique, là, genre pour eux, ils ont peut-être un edge que la majorité des investisseurs n'ont pas. Fait que moi, j'encourage à genre, il n'y a pas de bon ou de mauvais investissement. J'ai juste dit que moi, personnellement, je ne suis pas un collecteur d'art. Les NFT, en ce moment, qui sont connus, c'est sous forme d'œuvres d'art. Fait que je ne m'avancerai pas dans un marché que j'ai aucune connaissance, genre. Puis là, ça vient à genre le fait que on pense qu'il y a de l'argent facile à se faire en bourse. Oui, il y en a une partie, genre, qu'on appelle l'investissement dans des fonds négociés en bourse. Ça, honnêtement, je crois vraiment que c'est facile. Puis
tout le monde pourrait le faire, là, sincèrement. Ça, j'y crois dur comme fer, puis je pourrais brûler ma main au feu, là, avec un peu de discipline. Mais je pense que c'est important de comprendre que ça va te prendre des recherches quand même là, pour essayer d'aller chercher des investissements. Puis, je veux mettre genre trois types de placements, un à côté de l'autre, puis les comparer avec toi, juste pour qu'on puisse voir un peu quand on dit « Ah, ça, c'est risqué, ça, c'est pas risqué », genre. Parce qu'on dirait que, je sais pas pour toi, mais il y a souvent, mettons, un fuck entre, genre, les gens qui se disent « Qu'est-ce qui est risqué, qu'est-ce qui est pas risqué en bourse? » Genre, je sais pas si tu t'es déjà fait poser la question. Là, souvent, c'est difficile quand tu commences. C'est quoi qui est vraiment risqué, puis c'est quoi qui est pas tant risqué, right? Fait que je vais sortir des stats. Je vais y aller du moins risqué au plus risqué, OK? Puis, of course, il y a des trucs encore moins risqués que ce que je vais présenter. Puis, il y a des trucs encore plus risqués des trois options que je vais présenter. Mais ça va quand même donner une bonne idée. Okay? Fait que si on commence, admettons, je sais pas, tu as 45 ans, donc tu as 50 ans, tu as 45 ans, tu veux prendre ta retraite dans genre 10-15 ans, tu n'as pas full de temps devant toi, ben tu en as quand même beaucoup, mais tu veux quand même pas trop risquer, puis tu sais, tu as une maison, tu as des enfants. Ben, mettons un fonds négocié en bourse, VTI, OK? Il s'appelle Vanguard Total Stock Market, est composé à 5% d'Apple, 5,2% de Microsoft, 3,4% d'Alphabet, Amazon, Tesla, Facebook, Nvidia, etc., pour un grand total de 3000 actions, si ma mémoire est bonne. J'allais devant moi, là. 4139 actions. OK? Fait que quand tu achètes ce panier-là, tu as 4139 actions. OK? Fait que là, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'entreprises, right? Depuis sa création, ça a été créé en 2005. Depuis sa création, son rendement annuel, fait que le retour sur investissement de chaque année, c'est en moyenne de 9%. OK? Fait que le 3 ans, dans les 3 dernières années, c'était 25, le 5 ans, c'était 17, bref, tu additionnes depuis sa création 9%. Fait que tu mets 100 pièces, à chaque 100 pièces que tu vas mettre dedans, l'année prochaine, tu vas avoir 109, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Ça, c'est VT, OK? Fait qu'on s'entend, c'est quand même bien diversifié, tu as fucking 4000 actions. Là. Fait que c'est pas trop risqué, c'est bien. Ensuite de ça, tu dis, ah, OK, moi, je suis plus jeune, j'ai 30 ans, j'ai un appart, j'ai une maison, whatever. Tu sais, j'ai du temps devant moi, je suis prêt à prendre des risques. Pour moi, je vais le faire. Là, tu dis, OK, c'est bon. VFV. Pourquoi est-ce que c'est plus risqué que VTI? Parce que la différence entre les deux fonds négociés en bourse, c'est qu'au lieu d'avoir 4000 actions, dans VFV, il y a exactement 507 actions. Okay? Fait que là, tu passes de 4000 actions à 507. La différence entre les deux, tu vas me dire, c'est quoi? Ben, c'est que ton niveau de risque est beaucoup moins élevé. Là, tu vas avoir, est beaucoup plus élevé dans le sens que si les 500 entreprises, le S&P 500 s'effondre, puis le reste du marché va quand même bien, ben là, ça va débalancer tes affaires, puis tu risques de perdre. Right? Pourquoi est-ce que le risque va te récompenser? Ben, c'est parce que souvent, exemple, tu vas avoir plus d'actions dans des domaines qu'on appelle de croissance. Fait que, exemple, Apple, Microsoft, Amazon, encore une fois, vont être dans le même fonds négocié en bourse, VFV, mais il va être représenté de façon un peu plus grande. Genre, il va en avoir plus de ces actions-là. Okay? Son poids va être débalancé vers des actions croissance qui sont, entre guillemets, plus risquées. Puis depuis sa création, en 2012, le rendement moyen de VFV est de 18,27%. Depuis combien de temps? Depuis 2012. Quand même. Hein? Depuis 2012, le rendement moyen de VFV est de 18,27%. Pour les gens qui nous écoutent sur le podcast, vous ne voyez pas la preuve. Pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, on a le papier juste ici. Vous pouvez le voir, vous zoomer. On le mettra au pire les liens dans les notes. Le lien de ce PDF-là dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller voir de quoi je parle plus en détail, mais 18,27%. Là. C'est beaucoup. Okay? Si on l'ajuste à l'inflation, en moyenne, tu fais moins 2%. Là, là c'est un peu particulier dans l'univers dans lequel on vit en ce moment, mais normalement, tu te dis, bon, c'est 16%, mettons. Mais oublions l'inflation pour les besoins de la cause. Okay? Fait que là, tu fais un recap. Fait que là, tu as 500 actions et tu vas chercher en moyenne 18%. OK, ça, on s'entend, guys, c'est ce qu'on appelle des statistiques. Là. Fait que pour aller chercher un 18,27%, si tu comprends, il va falloir que tu ailles chercher plus de risques. Qu'est-ce que ça veut dire, plus de risques en bourse? Ça veut dire moins de diversification. OK? Puis, de l'autre côté,
si tu veux moins risquer, donc être plus diversifié, un fonds négocié en bourse comme VTI va plus satisfaire à tes besoins parce qu'il t'offre d'investir dans 4000 quelques actions. All right? Mais l'effet contraire, c'est que au lieu d'aller chercher 18%, tu vas aller chercher 9%. Right? Est-ce que c'est ça que j'ai dit pour VTI? Je pense que oui. Oui, exact. 9,04%. OK? Puis là, allons voir le troisième truc, encore plus risqué que VFV. OK? On va parler d'une action unique. OK? On va parler de l'action de Facebook. OK? Facebook, maintenant Meta, a été fondé entré en bourse en 2013. OK? Ils ont IPO en 2013. Puis, je peux t'énommer là, à chaque année là, le retour annuel. Là. Mais si tu prends de 2013 à 2022, OK? Ils ont fait en moyenne. Peux-tu guesser? Ouais, vas-y, ouais. Guess, puis je vais te dire plus haut, plus bas. OK, Facebook, donc Meta, depuis 2013, le retour annuel, si je le divise par, mettons, 9, là, vu qu'on est en 2022. Ouais, 10. Divise-le par 10. Je dirais qu'ils ont fait 20%. 20%, OK. Pour donner une idée, Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett, depuis 1955 ou 1960 environ, ou peu importe l'année, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils existent, leur retour moyen annuel est de 20%. OK. Donc, je suis dans le champ. Ça, c'est Warren Buffett, un des meilleurs investisseurs. Donc, c'est en dessous de 20%. T'as dit 20%? J'ai dit 20%. C'est un peu plus haut. OK. Tu penses que c'est combien? 23. C'est plus haut. Tu penses que c'est combien? Le rendement moyen de Facebook depuis les 10 dernières années? Depuis les 10 dernières années. 30? Exactement. Sacrifice. 30%, c'est quand même fou quand tu y penses. OK? En 2013, l'année de son entrée en bourse, de son IPO, 105%. Là, je t'arrondis, OK? Là, il y a des décimales, mais je vais juste les arrondir. Parfait. En 2014, 43%. En 2015, 34%. 2016, 10%. 2017, 53%. En 2018, par contre, moins 25% en une année. OK? En 2018? Ouais. OK. C'est quand il y a eu le gros scandale de l'élection avec... OK, oui. Hillary Clinton, je sais pas trop. Ouais, c'est ça, la Russie, puis tout, le genre qui avait influencé les réseaux sociaux, puis Facebook était comme au cœur d'une grosse galère. Là. OK. Ensuite de ça, en 2019, plus 56%. En 2020, plus 33%. En 2021, plus 23%. Puis en 2022, au moment où l'épisode est enregistré, tu sais, au mois de mars, au mois d'avril, mai, c'est moins 33% en ce moment. Fait que moi, ce qui me fascine, c'est de comprendre que, tu sais, t'as Warren Buffett, qu'en général, il va se ramener 20%. T'as quelque chose de super balancé qui va te ramener à peu près 8 à 9%. T'as le S&P 500 VFV qui va te donner genre 18%. Puis t'as Facebook, que tu te dis, tu sais, mais il faut comprendre une affaire, Sim, puis quand je sortais les données de ça, je me disais, tu sais, en 2013, qui utilisait Callis de Facebook, genre? Personne ne connaissait fucking Facebook, right? Fait que je me dis, tu sais, soyons réalistes puis augmentons, mettons, en 2018, genre. Puis là, si tu augmentes, en 2018, je pense que c'est là que Facebook était rendu comme mainstream, on est d'accord. Ouais. En 2018, tout le monde était comme... Mais là, je sais qu'ils ont perdu des millions d'abonnés. Non, dans le fond, c'est pas nécessairement qu'ils ont perdu des millions d'abonnés, c'est que c'est la première fois qu'ils en perdent. OK. Mais tu sais, comme... C'est parce qu'il faut comprendre qu'ils ont le quart de la planète Terre, genre, sur leurs réseaux sociaux. Là. Ouais. Il y a genre 2,4 milliards d'utilisateurs. Parce que tu sais, ils ont WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Mais il faut comprendre que dans les pays émergents comme l'Afrique, etc., tu sais, qui vont avoir une super de grosse population, ils sont vraiment très, 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 genre, imbriqués déjà dans leur société aussi. Là. Fait que, j'ai l'impression que, tu sais, c'est fucked up. Là, t'as Facebook, tu sais, ce qui est quand même une compagnie super connue. Là. Genre, on utilise tout Facebook. Et après ça, tu te dis, comment aller chercher des gros rendements, right? Et des fois, ils sont juste sous nos yeux. Là. Quel produit est-ce que tu utilises au quotidien? Ouais. Puis comment est-ce que tu sais, genre, en tout cas, moi, ça me fascine. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow. Tu sais, c'est pour ça que moi, mes gros investissements, c'est Microsoft. Ouais. Coke. Comme Warren Buffett, Coke, d'ailleurs. Ouais, Coke. Mais c'est ça, je me suis pas cassé la tête avec. Puis c'est Warren Buffett qui le dit, puis c'est dans le bootcamp qu'on l'enseigne. Parce qu'on a une section dans le bootcamp qui est dans quelle compagnie investir. Parce que, OK, j'ai de l'argent, j'ai réussi à épargner de l'argent, mais j'investis dans quoi? Ben, on l'explique. Puis Warren Buffett, dans ce qu'il dit, lui, c'est des compagnies. La première chose qu'il dit, Warren Buffett,
Moi, je l'appelle Rory là, quand je l'appelle le soir. Au téléphone, genre. Puis quand on FaceTime. Puis lui, la première chose qu'il dit, c'est des compagnies dans lesquelles tu crois, puis des compagnies dans lesquelles que tu comprends leur mission. That's it. Ouais, man. Puis j'ai réécouté récemment une entrevue que Mark Zuckerberg a fait, là, puis par rapport à son switch de Facebook à Meta, là, puis je comprends vraiment genre, la façon qu'il se positionne. Puis cette compagnie-là, je la trouve intéressante pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est qu'ils se rendent compte que TikTok, ils vont avoir de la difficulté à les battre, genre, ultimement. Ouais. Ils ne vont pas les acheter. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils réinventent le marché, genre. Ils vont se placer à un nouvel endroit que personne ne saura dans 10 ans, genre. Tu comprends? Comme ils ont fait en 2009-2010. Oui, TikTok va avoir du succès. Oui, leur entreprise va être cotée à des milliards de dollars en bourse. Mais ce que Mark Zuckerberg fait, puis ce que je trouve qui est tellement génie, c'est qu'ils sont toujours 4-5 coups en avance. Là. 10 ans plus tard, quand fucking TikTok va se rendre compte que tout le monde est rendu genre en VR et AR au travail, il va être trop tard, là, dans le sens que ça va être encore Facebook qui va être le monopole. Là. Genre, en tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Je ne veux pas m'éterniser non plus sur le sujet trop, mais je pense que c'est important de comprendre le risque. Genre, c'est quoi? C'est exactement, je pense, qu'on vient d'expliquer. T'sais. Puis ça fait le lien avec le dernier épisode du podcast où, à la fin, je t'avais demandé qu'est-ce qu'on met dans notre CELI ou qu'est-ce qu'on met dans notre REER, c'est quoi les compagnies? Ouais. Bah, ça dépend de ton risque, justement. T'sais. Puis, tu sais, risque, c'est genre... quelques questions ou quelques checkbox que tu peux faire là, à la maison, tu sais, c'est genre... Est-ce que tu as un fonds d'urgence, oui ou non? Genre, est-ce que tu as un peu d'argent de côté? Ouais, ok, ça c'est bon. Est-ce que tu as des dettes? Genre? Okay, si tu n'as pas de dettes, good. Après ça, est-ce que tu as beaucoup, genre, est-ce que tu as du temps devant toi? Genre? Ouais, ça veut dire que ton risque il est vraiment beaucoup plus élevé. Là, versus s'il faut que tu enlèves tes profits genre dans 2-3 ans. C'est ça. Je pars en retraite dans 5 ans, on n'a pas le même portefeuille qu'un jeune de 25 ans. Exact. Cette semaine, j'ai reçu une question. Il y avait un travailleur autonome dans la communauté qui me posait la question. Ah, j'ai mis de l'argent de côté pour payer mes impôts, genre. Puis j'ai à peu près 6 mois que je mets cet argent-là sur le côté en attendant de payer pour mon impôt, genre. Je pense l'investir, puis tout, genre. Mais tu sais, c'est parce qu'elle dit dans quoi je serais mieux de l'investir pour faire des rendements au lieu de laisser traîner cet argent-là. Mais tu sais, en 6 mois, je peux absolument pas dire qu'un investissement va être rentable en 6 mois. Là. Genre, c'est ben trop short comme time. Ça, on nous l'a demandé à la conférence. Il y a eu la demoiselle qui nous a dit où est-ce que je peux investir pour que ça fasse des rendements comme Even, c'est parce qu'elle voulait pas faire de rendement par rapport à sa religion, etc. Bref, mais on le sait pas. Puis tu sais, je leur ai répondu parce qu'ils étaient tous masqués dans l'amphithéâtre. Avec des masques de COVID, là? Ouais, c'est ça, ouais, bien entendu, ouais. Et je leur ai dit, est-ce que si, voilà 2 ans et 2 mois, je t'avais dit, on va être à l'école avec des masques, est-ce que tu m'aurais cru? Tu m'aurais dit, t'es un malade mental, là. Puis 2 ans plus tard, on a tous le masque. Exactement, tu sais, puis peu importe tes croyances, whatever, je pense que c'est important de comprendre que la vie, c'est quand même relié aux statistiques, là, aussi boring que ça puisse paraître. Quand je dis statistiques, je veux dire, c'est une question pas de chance, entre guillemets, mais tu sais, tout dépend de tout, là, mais comme, je pense qu'on devrait prendre plus de décisions selon, genre, c'est quoi les odds? Tu sais, c'est quoi les chances que tu gagnes 10% en bourse par année? Ben, c'est pas nécessairement en faisant affaire avec une institution quelconque ou, tu sais, ce qui est marqué sur le pamphlet marketing, là, tu sais, c'est qu'est-ce que, mettons, les émetteurs de fonds négociés en bourse te donnent depuis, genre, 10, 15 ans. Puis, tu sais, quand tu checkes pour une action ou pour un investissement d'un fonds négocié en bourse, là, n'ayez pas peur d'aller comme vraiment le plus loin possible en arrière. Tu sais, checkez pas les rendements moyens de 1 an, de 3 ans, de 5 ans. Allez voir 10 ans et plus là, pour vous donner au moins une idée de genre quand ça rentre en récession. En sécession, j'allais dire. Parfait. Quand ça rentre en récession, quand il y a un crash, au moins en 10-20 ans, tu vas avoir une coupe de ces saveurs-là aussi qui rentrent. Puis ton cousin Richard qui te dit je fais 30 000 avec cette action-là. C'est un peu ce qu'on disait aussi à la conférence. Ouais. Ce montant-là, ce 30 000-là, ça veut rien dire. Il y avait investi combien pour faire ce retour de 30 000-là? Tu sais, regardez les pourcentages, c'est ça qui est important. C'est pas le... Oui, le montant, c'est important, mais le pourcentage de rendement, c'est ça qui va vraiment être... qu'on va regarder. Moi, quelqu'un qui me dit j'ai fait 2000 pièces, je suis comme ouais, cool, mais t'avais investi combien, tu sais? Ouais, 200 000, genre. En gros, t'es pas bon, là. Tu fais 1%, genre. Puis une autre affaire aussi que j'ai entendu une soirée il y a pas longtemps. J'ai un ami qui a investi dans les cryptos, genre, puis il a fait des centaines de milliers de dollars, puis par la suite, il s'est acheté une maison avec ça, tu sais.
Je dis, OK, ça, c'est vraiment cool. Mais de un, il a commencé avec combien, encore une fois? Ouais. Il en a perdu combien avant? Puis ce gars-là, c'est combien sur genre tous les gens que tu connais? Genre, sur 100 000 personnes, admettons, combien d'entre eux, ces personnes-là, ont actually perdu genre de l'argent? Là? Parce que pour gagner, mettons, des centaines de milliers de dollars en un an, il faut vraiment, vraiment que soit tu es un putain de génie, genre, tu travailles vraiment, vraiment dur. Puis troisièmement, il faut qu'en plus que tu aies vraiment beaucoup de chance de ton côté. Là. Clairement. Puis, of course, là, tu sais, l'univers des crypto-monnaies, pourquoi ça me passionne, c'est que, je veux dire, c'est comme quand les premiers Américains sont venus en Amérique du Nord, là, je veux dire, tu sais, les opportunités n'étaient pas manquantes, les terrains étaient libres, il y avait de l'or partout, genre, puis c'était comme le gold rush, right? Fait que, oui, il y a des opportunités dans ces domaines-là, puis est-ce que le risque est plus élevé? Ben, c'est quand tu venais en bateau dans les années 1600, genre, à découvrir le nouveau continent, je peux te dire que c'était fucking risqué. Là. Tu vivais pas bien longtemps en moyenne. Genre. Fait que c'est la même chose dans l'univers des crypto-monnaies, NFT, etc., Metaverse. Oui, il y a beaucoup d'opportunités, mais le mode de vie est vraiment plus difficile à faire. Ouais. Je pense que ça fait le tour du niveau de risque. Je sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais rajouter, Sim. Non, bah ça y va avec l'âge, ça y va avec ton niveau d'épargne. C'est vrai que c'est difficile au début quand on voit ton portefeuille qui chute, ton portefeuille qui devient dans le rouge. Ouais. C'est pour ça que le but, c'est de commencer le plus tôt possible, puis de fermer les yeux. Puis c'est pas facile. Moi, c'est la première crise vraiment qu'on vit, là, qu'on chute quand même pas mal, que je suis ultra zen, mais vraiment ultra zen. Il y avait une petite chute en novembre. Et puis j'étais comme, parce qu'aussi avec le travail, ça allait un peu moins bien. Puis j'étais comme, merde, etc. Que là, cette fois-ci, ça a été comme, j'ai acheté massivement. Là, moi aussi. Vraiment, moi aussi, pour vrai, c'est une des rares crises que j'ai vraiment mieux géré que les autres. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'aime le fait qu'on ait une communauté, là, avec. Pas nécessairement qu'on ait, mais qu'on fasse partie d'une communauté qui est Liberté 45. Là, juste de pouvoir parler avec des gens genre, qui sont dans la même situation que toi, c'est tellement un gros edge là, parce que quand tu es toute seule chez toi puis tu es down parce que ça s'est pas bien passé à la job puis que tu as eu un problème avec ta blonde ou whatever, ça va tellement impacter là, tes décisions d'investisseur ou d'investisseuse. Là, c'est fou. Exactement. Et je pense que maintenant, je deal vraiment mieux avec les moments de crise. J'ai investi massivement. Puis dernièrement, c'est ça, il y a eu comme une bonne dip dans l'univers des cryptos. Genre, c'était down quand même massivement. Puis j'aurais dû investir encore plus. Tu vois, mais c'est bizarre parce que j'en ai parlé moins. Puis je connais moins de gens, genre, qui ont, mettons, le degré d'intérêt envers les cryptos. Puis, tu sais, étant donné que toi et moi, mettons, on communique plus au niveau des actions traditionnelles, genre, j'ai vraiment mieux dealé avec ça. Tandis que les cryptos, j'ai pas investi pendant la grosse chute. J'ai rien touché aux cryptos. J'ai rien touché. Ouais, j'ai juste mis. Puis dans les chutes, moi, je privilégie les fonds négociés en bourse versus mes actions uniques. Tu vois, comme d'ailleurs dans mon portefeuille, j'avais EDR qui était Endeavor, qui est le UFC. Je l'ai vendu à profit. Pas énorme, mais j'ai vendu à profit. J'ai vendu Canadian Pacific, qui est un peu comme Via Rail, le CN. Je l'ai vendu aussi à profit. L'as-tu vendu? Bref, je pense que je l'ai vendu. Puis là, il y a Walmart que je veux aussi vendre. Puis cet argent-là, je vais le prendre, puis je vais le mettre dans des fonds négociés en bourse parce que avec l'ouverture du gym, avec Liberté 45, j'ai de moins en moins de temps de les suivre. Donc, une fois qu'ils sont arrivés à un pourcentage qui a du sens, je reprends mon argent, puis je le réinvestis dans des fonds négociés en bourse. Puis le livre de Michel aussi, il y a tellement de statistiques que je me dis, on se casse la tête pour rien des fois. C'est ça. Hey, tu sais, Berkshire Hathaway, le Warren Buffett, tout ce qu'il fait, là, toute sa vie, là, il lisait des relevés d'entreprise. Là, à chaque année, il va lire les feuillets. C'est boring en esti. Là, tu lis des PDF, là, des dizaines et des dizaines de pages là, de tableaux de chiffres. OK, voici, ils ont fait combien au premier trimestre? 2,3 milliards. Voici ce qu'ils ont dépensé. Il lit ça là, chaque jour. Puis depuis son entreprise est née, il rapporte en moyenne 20%. C'est fou, hein? T'as VFV juste ici, là. Et là, c'est 2012, OK? C'est 18%, on s'entend, c'est élevé, là. Mais en 40 ans, c'est 10 ou 11%, là. Ouais, genre, c'est fou quand même. Tu vas chercher des rendements qui sont pas loin de fucking Warren Buffett, genre. En tout cas, moi, ça me fascine. Puis aussi, juste un truc, tu sais, les day traders ou, tu sais, le monde qui dit « Ah, lui, il fait vraiment de l'argent en bourse, man. Moi, je veux faire de l'argent en bourse. » Mais tu sais, il faut comprendre que ça prend vraiment beaucoup de temps, là. Genre, tu sais, le monde qui font du day trading, là, si t'en as fait là longtemps, tu sais, t'es devant ton ordi, puis il faut que tu réfléchisses fort, là, puis il faut que tu prennes des décisions, tu analyses des graphiques. Le stress. La gestion du stress qui est un gros. C'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Ouais, man. Puis
tu sais, tout le monde dit, je pense que pour plusieurs, là, l'anxiété, le stress, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. Là. Mais tu sais, les day traders sont sur une pression constante. Là. Tout le temps. Fait que j'ai l'impression que, mettons, les day traders, c'est genre, ah ouais, ça doit être facile, t'es assis devant ton ordi, t'es chez vous, t'es bien. Hey, moi, est-ce que, tu sais, j'ai jamais vraiment fait de day trading genre actif. Puis quelqu'un qui fait ça 40 heures semaine pendant des années, là, je leur lève mon chapeau parce que c'est tough. Genre, personnellement, je sais pas comment, genre, comment tu peux faire ça. Genre. Ça prend vraiment comme un niveau de gestion de stress qui est élevé, genre. En fait, c'est que ta journée, elle est scrap. Mettons, tu as 2-3 mauvaises trades. Souvent, tu arrêtes. Ouais, exact. C'est la règle du pouce. Là, mais mettons, tu as 2-3 trades perdantes. Tu fermes ton ordinateur, puis c'est fini. Là. Ouais, exact. Parce que sinon, tu vires fou. Puis tu agis tellement sous le coup de l'émotion que. Puis j'en parle dans le. Je sais plus si c'est dans le bootcamp. Je pense que oui. Que moi, ça m'arrivait. C'est comme n'ouvre pas une position inverse. Puis les gens sont comme ça veut dire quoi? N'ouvre pas une position inverse. Mettons, j'achète telle action. Puis le prix, il chute. Ça touche mon stop loss, j'ai perdu de l'argent. Je suis comme, OK, je suis encore sur la même action, je la rachète quelques minutes plus tard pour que le prix monte. Finalement, non, le prix, il descend, il touche mon stop loss. Puis je suis comme, tabarnouche, ça fait 2 fois qu'il va en descendant. Ouais. Cette fois-ci, je l'achète pas. Je fais une vente à découvert, tu sais. Puis là, finalement, donc tu te dis que le prix va baisser, puis le prix monte, puis ça retouche ton stop loss. Donc, t'agis vraiment sous le coup de l'émotion. Ouais. Mais si tu veux te découvrir, c'est très bon. Non, on en parlera peut-être plus en détail aussi sur le day trading puis l'émotion. Si ça vous intéresse, guys, faites juste nous écrire sur liberté45.com. Dites-nous que vous aimeriez qu'on fasse un épisode là-dessus, qu'on fasse des recherches. Moi et Simon, ça va nous faire plaisir. En terminant, dans les liens de l'épisode, il y a le lien vers le bootcamp qui va sortir probablement dans les prochains jours. Donc, si vous voulez aller voir, avoir un deal, un gros rabais, on va donner un coupon rabais de 30% pour les auditeurs du podcast. Donc, en exclusivité, vous allez pouvoir aller sur la plateforme, rentrer le coupon qui va être indiqué dans les notes de cet épisode-ci. Puis, le bootcamp, là, on va limiter les places à 30. On va être en direct, moi et Simon, pendant 7 jours. On va faire un live avec vous. On va vous répondre aux questions. On va vous prendre par la main. On va apprendre à investir ensemble. On va acheter des actions. On va évaluer le tout. Puis le but, je pense que c'est que tout le monde investisse leur premier 1000 $ en 7 jours. Donc, ça va vraiment être nice. Il y a eu 150 personnes à date dans les autres cohortes. Si vous aimez le podcast, puis vous aimeriez ça être encore plus comme investi, puis mieux comprendre l'univers, moi, personnellement, Sim, je ne sais pas pour toi, mais c'est ce que j'aurais toujours voulu avoir avant de commencer. Clairement. J'aurais sauvé des milliers de dollars. Donc, voilà, guys. Pour les autres qui nous écoutent à la maison, on vous remercie du fond du cœur. C'est super apprécié. On se dit à mercredi prochain.